son que vous entendez là, c'est bien plus qu'un moteur. C'est une vraie légende. Un mythe qui roule depuis plus d'un siècle. Un bruit reconnaissable entre mille. Mais avant de devenir ce mythe, Harley-Davidson a dû traverser le temps. Et aujourd'hui, ce nom mythique connaît de grandes difficultés. Alors je me suis dit que ce serait sympa de replonger dans l'histoire de cette légende. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on retrace l'histoire de Harley-Davidson. Harley-Davidson, c'est une histoire familiale. Mais au début, c'est surtout l'histoire de deux amis. William Harley et Arthur Davidson, dans le nord de Milwaukee dans les années 1900, sont des vrais passionnés de mécanique. Et ils bricolent dans leur garage une espèce de vélo moteur. La mécanique, c'est une passion de famille. Et Walter Davidson va les rejoindre en 1903, et à eux trois, ils vont produire la première moto Harley-Davidson, le modèle 0. C'était un monocylindre de 405 cm3. C'était pas très puissant, mais de retour qu'on a aujourd'hui, c'était hyper fun à conduire. Il n'y avait pas d'embrayage, il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas de suspension, pas de transmission à chaîne non plus, mais déjà à l'époque, une transmission par courroie. Et en l'occurrence, c'était une courroie en cuir. On est en 1903, c'était incroyable. Bien évidemment, à l'époque, on parle pas d'une grosse production. Ils sont dans un petit garage, et le trio va déplacer leur atelier dans un hangar de Milwaukee, sur Chestnut Street. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est là que se trouve le siège social de l'entreprise, du nom Harley-Davidson. Vous imaginez, plus d'un siècle après, le siège est toujours dans les mêmes bureaux qu'à l'époque où il a été créé par le petit trio. Jusqu'en 1907, Harley-Davidson va utiliser ce moteur monocylindre de 405 cm3, et William Davidson compte bien changer tout ça. Alors après l'obtention de son diplôme en ingénierie mécanique, il revient à Milwaukee avec pas mal d'idées révolutionnaires pour l'époque, dont une qui restera très longtemps et qui est encore utilisée aujourd'hui. Il se dit pourquoi pas utiliser deux cylindres inclinés à 45 degrés. Et oui, c'est la naissance du V-Twin à 45 degrés. Et quelques années après, en 1909, Harley-Davidson sort ses premiers modèles équipés du moteur bicylindre à 45 degrés, c'est le modèle 5. Au regard des ventes, c'est pas un grand succès, mais il voit clairement le potentiel de ce moteur. Et surtout, c'est la première fois que les motos Harley-Davidson sonnent comme des Harley-Davidson. L'angle de 45 degrés et le décalage du vilebrequin qui donne cette séquence d'allumage si particulière, et ce qui donne ce fameux son, le fameux potato, qui est devenu vraiment un marqueur clé de l'identité de la marque Harley-Davidson. Le V-Twin à 45 degrés a ses premières heures de gloire avec le modèle 70, le modèle 7. Et encore une fois, c'est vraiment ironique parce qu'Harley-Davidson à ce moment-là est vraiment très fier de proposer des motos silencieuses, ce qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui. Puisqu'à cette époque, Harley-Davidson ne vise pas du tout un public rebelle, mais plutôt des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, mais pas que. Et oui, c'est pas très connu en France, mais Harley-Davidson, au début, c'est aussi et surtout une marque sportive. Vous voyez les courses de NASCAR avec les voitures qui roulent sur les pistes inclinées? Bien au début, les motos Harley-Davidson, c'est ça qu'en font. Et c'est ce qu'en font très bien même, puisqu'en dominent toutes les courses. Et oui, Harley-Davidson vise ces jeunes pilotes qui s'élancent dans les motodromes sur des pistes en bois inclinées à 50 degrés sur lesquelles il fallait rouler à au moins 186 km/h pour ne pas se faire éjecter de la piste. Je vous rappelle qu'on parle de motos qui n'ont pas de suspension, quasiment pas de frein. Évidemment, comme vous en doutez, ces courses ont été un carnage, autant pour les pilotes que pour les spectateurs. Puisque oui, de nombreux pilotes ont perdu la vie et de nombreux spectateurs ont été percutés par des motos en plein vol. C'est pourquoi ces circuits, les motodromes, ont rapidement été surnommés les dromes de la mort. Mais Harley-Davidson, qui voulait à cette époque-là avoir une image très lisse, a voulu s'éloigner de ces courses, mais rester dans le sport. Et Harley-Davidson a dominé très largement ce nouveau sport, le flat track. Ils ont dominé ce sport avec une telle force et une telle avance qu'on les appelait l'équipe de démolition. Quand l'équipe Harley-Davidson arrivait sur la piste, c'était pas pour rigoler. Mais au-delà de leur implication avec les hommes d'affaires et le sport, Harley-Davidson vendait aussi énormément de véhicules à la police, à l'armée, aux pompiers. En clair, Harley-Davidson était déjà très présente et très implantée dans toute la société américaine. Et c'est comme ça qu'Harley-Davidson a commencé à vraiment générer de l'argent. Mais voilà que la Première Guerre mondiale éclate, et en 1917, les États-Unis s'engagent dans la guerre. À ce moment-là, Harley-Davidson, qui est très largement impliqué dans la société américaine, répond présent et va envoyer près d'un tiers de sa production sur les champs de bataille. Et à la fin de la guerre, on estime que l'armée aurait utilisé environ 20 000 motos sur le champ de bataille, dont une très grande majorité d'entre elles étaient des Harley-Davidson. C'est à ce moment-là que Harley-Davidson a gagné aussi cette image très américaine, très patriotique, parce qu'elle était un vrai symbole de la puissance américaine. Donc après la guerre, on peut le dire, Harley-Davidson, c'est les rois du pétrole. Ils gagnaient toutes les courses dans le sport, ils avaient participé à la Première Guerre mondiale, ils en étaient ressortis victorieux, ils étaient présents dans 67 pays, tout roule pour Harley-Davidson,
jusqu'à 1929 où une des pires crises économiques que les États-Unis aient connues va éclater. On y est, c'est la Grande Dépression. C'est la plus grande crise économique du XXe siècle et elle va durer jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque-là, la très grande majorité des constructeurs motos vont mettre la clé sous la porte. Mais Harley-Davidson se bat et en 1936, ils vont sortir l'une des motos les plus iconiques de leur histoire, la Knucklehead, qui arrive avec une nouvelle technologie, la lubrification sous pression. Le moteur gagne en puissance, mais comme souvent avec l'arrivée de nouvelles technologies, de nouveaux problèmes apparaissent et ces motos vont avoir énormément de soucis, notamment de fuite d'huile. Cependant, ce modèle a été si populaire qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a sauvé Harley-Davidson et l'a aidé à traverser la Grande Dépression. Et après avoir fait face à la Première Guerre mondiale et une grande crise économique, Harley-Davidson se retrouve face à la Seconde Guerre mondiale. Ils arrêtent alors toute la production de motos pour les civils et vont se concentrer sur la production à destination de l'armée. On estime qu'ils ont produit à peu près 90 000 motos pour l'armée, dont la fameuse Liberator, la moto de la liberté. Cette moto était parfaite pour les champs de bataille. Elle était beaucoup plus simple à réparer que la Knucklehead. Elle était peinte couleur olive ou en noir, y compris les feux, pour pouvoir se déplacer avec discrétion dans l'obscurité. Il y avait une suspension à l'avant, mais pas à l'arrière, ce qui lui a valu à l'époque le surnom de Hardtail. Vous l'avez compris, à l'arrière, c'est raide. Les motos ont été utilisées sur tous les fronts, des plages de Normandie jusqu'aux jungles du Pacifique. Elles ont été conçues pour affronter des terrains difficiles et elles ont été équipées d'une multitude d'accessoires militaires comme des supports mitraillettes. La fin de la guerre arrive et de nombreux anciens combattants, de nombreux vétérans gardent cette passion pour les motos Harley-Davidson, ces motos qu'ils ont accompagnées pendant leurs dures épreuves, et ils souhaitent continuer à les rouler. Alors ils ont commencé à les customiser, et voulant retrouver un peu l'adrénaline et l'esprit de camaraderie qu'ils avaient eu pendant la guerre, ils ont commencé à se rassembler. Et c'est comme ça que les premiers gangs de motards sont nés. Gang de motards dont le plus célèbre est apparu en 1948, Hells Angels, ou en français, les Anges de l'Enfer. Entre l'arrivée de ces nouveaux groupes et le cinéma, qui va apporter l'image des gangs de motards façon bad boy à leur paroxysme, avec des films comme The Wild One, avec Marlon Brando, l'image d'Harley-Davidson avait changé pour toujours. On est très très loin de l'image du sport ou des hommes d'affaires qu'un pouvait avoir au début. Et c'est cette image-là qui va aider Harley-Davidson, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à vendre leur moto. Mais Harley-Davidson ne voulait pas seulement s'adresser aux rebelles, elle voulait aussi s'adresser à un public plus large. Et c'est pour ça que dans les années 50, Harley-Davidson sort l'Hydra Glide, un modèle élégant et confortable avec des suspensions hydrauliques à l'avant, et cette moto a énormément participé à l'image du cruiser et des grandes traversées aux États-Unis. Alors oui, Harley-Davidson avait changé d'image, mais c'est pas pour ça qu'ils sont désengagés du sport. Et à cette époque-là, ils dominent toujours le flat track. Puis vient l'année 1957, année qui reste mémorable dans l'histoire de Harley-Davidson, puisqu'ils vont sortir des modèles iconiques. C'est l'arrivée des sporters. Tous ces modèles qui nous font rêver, y compris par exemple la 48, sont inspirés de ces motos-là. Et si elles ne sont plus vendues aujourd'hui en Europe, à cause des restrictions écologiques, elles le sont toujours aux États-Unis. Donc 1957, le modèle mythique du Sportster apparaît, et quelques années plus tard, dans les années 60, Harley-Davidson sort un autre modèle mythique, l'Electra Glide, le premier modèle Harley-Davidson équipé d'un démarreur électrique. Mais à cette époque-là, Harley-Davidson porte toujours l'image des gangs rebelles violents. Et Harley-Davidson doit faire face à l'arrivée des motos japonaises sur son territoire, avec des marques qui se veulent très lisses, très familiales, très conviviales comme Honda. À ce moment-là, Harley-Davidson commence à connaître quelques difficultés. Alors ils avaient deux choix, soit lisser leur image et partir sur le segment Honda, ou alors s'accrocher à leur clientèle de base, avec des motos brutes, violentes, qui vibrent, qui arrachent les bras et qui portent l'image des gangs rebelles. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont se retrouver en grande difficulté financière juste avant les premiers chocs pétroliers. Donc dans les années 70, Harley-Davidson, qui est en grande difficulté, va devoir se faire racheter. Et ils se font racheter par AMF. En gros, c'est un équipementier sportif qui est surtout connu pour ses équipements dans le bowling. Et comme vous l'imaginez, une entreprise qui est fameuse pour ses activités dans le bowling, qui rachète Harley-Davidson, ça peut pas vraiment très bien se passer. Et effectivement, ça se passe très mal. Les ventes chutent, la qualité des motos chute, quasiment une moto sur deux a un problème et finit en panne. Autant dire qu'AMF, ils étaient peut-être très bons dans le bowling, mais dans les motos, ils étaient nuls. AMF a quasiment détruit Harley-Davidson. Et voyant qu'ils n'arrivaient pas à gérer et à faire de bénéfices, ils ont voulu vendre, mais à cette époque-là, personne ne voulait racheter. Heureusement pour eux, un groupe de passionnés a pu racheter la boîte, et ils avaient qu'une idée en tête, remettre Harley-Davidson sur les rails, pour retrouver son identité et son public. Et même avec toute la volonté qu'ils avaient, c'était pas la meilleure époque pour vendre des motos Harley-Davidson. La tendance à la vente était plutôt sur des motos plus légères, mais Harley-Davidson réussissait à tirer son jeu sur les grandes cylindrées. Alors ils ont fait quelque chose de très culotté, mais très américain aussi. Ils ont été voir le président Reagan et ils ont obtenu pour toutes les motos au-dessus de 700 cm3 une taxe douanière 49%. Mais ça a marché, ils ont relevé Harley-Davidson et en 1985 ils sortent leur nouveau moteur, le moteur
évolution. Un moteur toujours utilisé aujourd'hui, c'est par exemple le moteur que j'ai sur ma Harley Davidson 48. C'est un moteur fiable, c'est un moteur puissant, et c'est un moteur qui a permis à Harley Davidson de redorer son image qui avait été traînée dans la boue par AMF pendant des années. Le modèle Fatboy, lui, arrive dans les années 90. Et si c'est une moto au physique incroyable, c'est aussi une moto qui reçoit beaucoup de critiques, notamment parce que son nom est une référence directe aux deux bombes atomiques, Fat Man et Little Boy, les deux bombes qui ont été larguées sur Nagasaki et Hiroshima. Mais c'est par exemple ce modèle qu'on retrouve dans Terminator 2. Donc voilà, on est dans les années 90 et en gros, Harley Davidson revit un âge d'or. Parce qu'à cette époque-là, Harley Davidson, c'est cool. Par la suite, on aura droit à des motos avec des histoires un peu atypiques, comme la V-Rod par exemple, qui verra son moteur créé en collaboration avec Porsche. Et c'est peut-être là le début de la descente aux enfers à nouveau pour Harley Davidson. Harley Davidson a toujours fait ce qu'attendait son public. Mais de fait, ils ont fermé la porte à de nouveaux arrivants. Les personnes jeunes qui achetaient des Harley Davidson ont été de moins en moins nombreuses. Et pourtant, Harley Davidson s'acharne à vouloir viser ce public. On le voit avec la Pan America, ou encore avec la Livewire, où ils visent un public jeune, avec une conscience écologique, mais ça prend pas. Et c'est là toute la difficulté d'Harley Davidson aujourd'hui. Les ventes sont en chute libre, le cours de Harley Davidson à la bourse est en chute libre également. Le directeur général d'Harley Davidson a parlé, expliquant qu'ils allaient revenir à leurs fondamentaux, mais le fait est qu'aujourd'hui, on est passé d'une marque qui vendait des motos très brutes, avec un véritable esprit, à des motos avec des faux réservoirs et des faux filtres à air. Il y a vraiment un problème identitaire en ce moment dans la production Harley Davidson, et ça leur coûte très cher. Et c'est pas si simple à résoudre que ça, puisque Harley Davidson propose des motos qui sont quand même très chères, mais qui n'ont pas beaucoup évolué dans le temps. Et même si c'est ce que la clientèle aime, la clientèle a également besoin de motos qui soient fiables, de motos qui soient abordables. Mais la clientèle veut surtout conserver des motos iconiques, et ça, c'est toute la difficulté à laquelle Harley Davidson est confrontée aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire, j'ai appris plein de trucs en faisant mes recherches. J'espère que je vous aurai appris quelque chose aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de sa vidéo en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!